Ben, merci de venir aujourd'hui. J'avoue que qu'on se connaît depuis longtemps, on s'est croisés dans des périodes anciennes et j'ai toujours été extrêmement admirative de l'enseignement agricole. Et pour avoir moi-même pratiqué en tant que professeur agrégé en sciences de la vie et la terre dans l'enseignement général, pas longtemps, mais 3 ans, je réfléchissais ce matin en écoutant nos collègues du ministère que vraiment la spécificité de cet enseignement, et peut-être vous allez nous en reparler, c'est le réseau de ces fermes expérimentales. C'est-à-dire que l'enseignement agricole, contrairement à d'autres formes d'enseignement, dispose d'une capacité et a toujours disposé d'actions, de réflexion et d'interaction avec la science, mais avec aussi les professionnels et la société qui est magistrale. Voilà. Donc, je pense que votre dictionnaire apporte aussi des éléments sur tous ces points-là, et j'ai hâte de vous entendre. Mais malheureusement, comme j'ai un petit souci de santé, et je suis à distance encore pour quelque temps, mais à la rentrée, je n'y serai plus, je serai parmi vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Voilà, Jean-Jacques, je te passe la parole et j'espère que beaucoup de nos confrères se sont branchés. Je ne suis pas certaine que ce soit encore le cas, mais ils vont arriver. Voilà. Très bien, merci. Je vais prendre la parole pour présenter effectivement nos intervenants qui vont présenter eux-mêmes l'ouvrage, le dictionnaire de l'enseignement agricole, puisque nous avons effectivement la chance d'avoir Edgar Leblanc, qui a été pendant un certain nombre d'années en responsabilité à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche pour le développement, enfin, l'évolution des politiques de formation, et donc et qui est ici en tant que président du comité d'histoire de l'enseignement agricole, puisque ce dictionnaire s'est fait sous l'égide de ce comité d'histoire de l'enseignement agricole dont il va également nous parler. Donc après une intervention, la présentation rapide de ce dictionnaire par Edgar Leblanc, on aura aussi une petite réaction par Alain Chatriot, de confrère historien à l'Académie d'agriculture de France, qui a suivi le processus de rédaction de cet ouvrage. Et donc, dès maintenant, après, vous pourrez évidemment poser toutes les questions. On donne la parole tout de suite à Edgar. Oui, merci Philippe de m'avoir invité dans ces locaux qui m'étaient un peu familiers du temps où je travaillais. Je rappelle qu'en 1998, l'Académie avait organisé, à l'occasion du 150e anniversaire du décret d'octobre 1848 créant l'enseignement agricole, un colloque tout à fait important, puisqu'il y avait à peu près 1000 participants. Alors, Philippe m'a demandé de présenter le dictionnaire de l'enseignement agricole. Donc, je ne dirai rien de l'enseignement agricole lui-même aujourd'hui. Ce matin, il en a été amplement question. Lorsque le comité d'histoire de l'enseignement agricole qui avait été mis en place par Stéphane Le Foll s'est préoccupé de rédiger un ouvrage, certains disaient un ouvrage de référence sur l'enseignement agricole, ça a posé des questions quasiment insolubles. L'enseignement agricole, les enseignements agricoles, le technique, le supérieur, bref. Le comité d'histoire a donc été amené à faire des choix. Alors, les choix, bien évidemment, ils sont en partie dus aux personnalités qui composent le comité d'histoire. Ce sont 10 anciens acteurs de l'enseignement agricole contemporain, mais ils ont exercé, dans le fond, des années 1960 jusqu'à 2010, donc pendant les 50 ans de l'enseignement contemporain. Ils ont exercé à la fois dans les structures publiques, dans les structures privées, dans la formation professionnelle, dans le champ de l'agriculture. Et puis, nous avons associé 2 personnalités extérieures. D'abord, Alain Chatriot, que je ne présente pas, et
Thérèse Charmasson, donc, qui est une archiviste qui a été la première à constituer un recueil des sources de l'histoire de l'enseignement agricole. Donc voilà, vous voyez les personnalités qui constituent ce comité sont des acteurs engagés, donc ils ont essayé de ne pas faire ni trop d'hagiographie, ni trop de dénigrement tout de même. Hein. Enfin, alors, quels ont été les choix auxquels on a été confronté? Le premier, ça a été de dire nous traiterons l'ensemble du dispositif, établissement public, établissement privé, enseignement secondaire, technique secondaire et enseignement supérieur, apprentissage et formation professionnelle. C'est le premier ouvrage qui aborde la question dans cet ensemble. Additionnellement, on traite tout ça à part. Le deuxième choix que nous avons arrêté consiste à dire nous allons adopter une pluralité des points de vue. Les membres du comité vont s'impliquer, certes, dans la rédaction de cet ouvrage, mais on pourra faire appel aussi à d'autres. Et comme nous ne voulons pas donner une seule vision, un seul angle d'attaque, nous accepterons la pluralité des points de vue, et tant pis s'il y a des contradictions. L'important étant que les faits soient à la fois rappelés et situés dans les contextes. Le troisième choix, compte tenu des deux premiers, il ne nous restait plus que la forme du dictionnaire. On ne pouvait pas imaginer un ouvrage qui traiterait dans une rédaction complètement homogène de l'ensemble des problèmes. Donc, un dictionnaire, mais qui ne soit pas un dictionnaire amoureux, malgré tout, hein, qui soit peut-être un ouvrage de référence, comme disait Michel Deschamps, ouvrage de référence pour les acteurs actuels, pour les curieux, pour les chercheurs. Ce matin, j'ai entendu quelques éléments sur l'enseignement agricole d'aujourd'hui. Je me dis que les problèmes, la nature des problèmes n'est pas très différente de celle que nous avons pu avoir à traiter dans le dictionnaire, même si le contexte est différent. Alors, ça nous a conduit à petit à petit réunir une équipe de rédacteurs, 53 au total. Ça paraît considérable. Nous avons fait le choix de retenir des acteurs qui avaient en quelque sorte des choses à dire, quoi. Donc, rapidement, vous voyez, 36 sont retraités, il y a encore 17 en activité, 49 viennent du secteur public, 4 du secteur privé, 3 de la formation professionnelle et 6 en dehors de l'agriculture. La diversité, me semble-t-il, a été là aussi respectée. L'ouvrage. Alors l'ouvrage, c'est ce pavé de 568 pages et 895 grammes, je crois. Hein. Je vais rapidement dire ce qu'il contient. Bon, en dehors de la préface du ministre et de l'avant-propos d'Alain, sur lequel il va peut-être revenir tout à l'heure, une ouverture avec 4 textes en dehors des notices proprement dites et qui permettent de situer à la fois l'histoire du ministère, Bertrand Hervieux a donné un texte disant pourquoi, à son avis, l'enseignement agricole avait été ancré au ministère de l'Agriculture. Je vous y renvoie. Une chronologie de l'histoire de l'enseignement agricole, il nous a paru que c'était utile de resituer un peu le détail de cette histoire. Le corps de l'ouvrage, c'est donc 186 notices sur lesquelles je vais revenir.
À la suite des notices, nous avons une liste des auteurs avec leur parcours, donc rien que de classique, de même que la table des sigles, les abréviations, les sources et la bibliographie et les index, tout ça ne surprendra personne. Donc, revenons rapidement sur les notices. Au départ, nous avions fixé 3 catégories, mais c'était purement théorique. Alors, première catégorie, les institutions, deuxième, les acteurs, et troisième, des questions sensibles, comme on disait, ou socialement vives, comme on dit maintenant, comme par exemple le rattachement au ministère de l'Agriculture, les relations avec l'éducation nationale, la question du secteur privé, etc. À l'arrivée, nous avons 186 notices. Je ne suis pas sûr qu'ils correspondent tout à fait au plan original, mais le résultat, je crois, est assez équilibré quand même. 40 notices concernent les institutions, donc les institutions, le système de gouvernance, les directions générales, directions régionales, établissements, institutions publiques, institutions privées, une quarantaine de notices. Pour les acteurs, nous arrivons à 50, 15 pour le 19e siècle, 15 pour le 20e et 20 pour la période contemporaine. Les établissements, une trentaine de notices. Établissements, c'est-à-dire à la fois les écoles du supérieur, les écoles d'agriculture du secondaire, les lycées, les maisons familiales, etc. Pour la formation professionnelle et l'apprentissage qui tiennent une place si importante dans le dispositif d'ensemble, une vingtaine de notices. Et enfin, on n'a pas oublié les aspects pédagogiques. On a vu ce matin combien cette question était délicate à aborder et délicate à traiter. Alors, on a une trentaine de disciplines, une trentaine de notices relatives à la dimension pédagogique, par exemple, l'alternance, l'approche globale de l'exploitation, etc. Enfin, l'histoire de l'institution proprement dite, 15 notices. Donc, vous voyez, on a essayé de ne pas trop privilégier un secteur par rapport à un autre. Alors, naturellement, dans tout cela, il y a quand même l'enseignement agricole. Je crois qu'il faut dire ce que nous avons essayé de montrer, c'est que depuis les années 1840, l'enseignement agricole est au cœur du ministère, en charge de l'agriculture. Et avant, il était au cœur de la direction de l'agriculture, mise en place par Moigny de Mornay en 1846, et qui comprenait trois bureaux, comme on disait à l'époque, l'enseignement, les subsistances et les encouragements. Les subsistances, il fallait bien nourrir les villes. Et les encouragements, vous avez compris, ça a toujours été le nerf de la guerre et en même temps l'outil, un des outils de modernisation du système. Donc, depuis Moigny de Mornay, si je passe à Eugène Tisserand, là aussi un pilier du ministère dans les années 1880-1900, Maurice Lesage entre les deux guerres, Léon Roche à la Libération, autant de personnages qui sont à la fois au cœur du ministère et au cœur de l'enseignement agricole, voire issus de l'enseignement agricole. Alors, depuis 1960, quelques mots simplement, je rappelle qu'il a conduit au diplôme des centaines de milliers d'élèves. J'ai calculé un jour, je n'ai pas retrouvé le détail, parce que par chercher, je n'ai pas retrouvé le détail du calcul, mais le chiffre total, c'était 1 million. 1 million de diplômes distribués depuis 1960 jusqu'à 2020. Et
ces diplômés étaient, pour un grand nombre, ce n'étaient pas des habitués de l'école. Ils n'étaient pas tout à fait conformes aux normes scolaires. Il faut quand même s'en souvenir. Deuxième élément, me semble-t-il, il a fourni à de nombreuses professions liées à l'agriculture des compétences indispensables à leur développement. Le para-agricole, mais aussi tout ce qui aujourd'hui relève de l'animation, des dimensions territoriales, etc. Alors, il faudrait le vérifier, mais c'est un de mes paris. Il a sans doute joué un rôle important dans la mutation brutale de la société agricole dans les années 45, 70, 80. Il faudrait regarder de plus près, mais il me semble qu'il y a là un élément qui pèse en sa faveur. Et puis, il a servi, je suis persuadé qu'il sert encore, de laboratoire d'expérimentation pédagogique dont s'inspire plus ou moins l'éducation nationale. Alors, j'ai compris ce matin que demain, les défis étaient les mêmes qu'il y a 60 ans, qu'il y a 90 ans, qu'il y a... Bon, passons. Et qu'il fallait les traiter avec les outils d'aujourd'hui et non pas ceux d'hier. Hein. Donc, dans notre dictionnaire, vous ne trouverez ni nostalgie, ni de réaction d'anciens combattants, mais au contraire, des rédacteurs qui sont convaincus que demain, avec l'engagement et un peu quand même une dimension visionnaire, l'enseignement agricole, il a encore ses chances. Merci. Peut-être, effectivement, on va demander, avant de prendre les questions et avoir des échanges, on va demander à Alain, qui a suivi le processus, en tant qu'historien, en plus, de donner son point de vue et son retour sur cet ouvrage. Merci, c'est un très grand plaisir de pouvoir être à nouveau associé à Edgar Leblanc pour cette présentation. Je vais essayer de rester bref, mais je voudrais faire quelques propos en 4 temps. Le premier pour expliquer combien j'ai eu du plaisir à être associé à ce projet, mais combien ça n'était pas toujours simple. Un deuxième bref point pour le replacer dans la série des trop rares travaux, mais qui existaient malgré tout sur l'histoire de l'enseignement agricole. Un troisième point pour parler et insister sur quelques-unes des spécificités de ce travail collectif qui a permis d'aboutir à ce fort volume. Et un quatrième point de conclusion sur insister sur le fait que c'est une étape, ça n'est pas l'œuvre n'étant pas exhaustive, loin de là, ça reste un travail de référence, mais ça n'est qu'une première étape ici. Alors, mon accompagnement du projet a été un peu spécifique, mais je crois qu'il a eu un petit rôle. Il est né d'abord d'un travail partagé avec Edgar Leblanc et d'autres anciens acteurs des politiques agricoles dans les travaux que nous avions faits autour de l'histoire des offices agricoles, qui avaient aussi donné lieu à un certain nombre de rencontres scientifiques et de publications. Mais j'étais un tout petit peu moins incompétent sur ces questions que sur les questions d'enseignement agricole. Mais nous avions bien travaillé et je dois reconnaître que lorsqu'Edgar Leblanc a commencé à me parler de ce comité d'histoire, des projets de publication, je vais revenir sur la première dans un instant avant ce dictionnaire, j'avais, comme beaucoup de gens, une assez grande méconnaissance de la diversité des expériences et de la longue histoire de l'enseignement agricole en France. De ce point de vue-là, je cite souvent un de mes éminents collègues historien qui, lorsqu'il est devenu recteur, m'a toujours dit que la chose qui l'avait le plus surprise et le plus passionné dans ses nouvelles fonctions était la découverte de l'ampleur des expériences de l'enseignement agricole. Et ce collègue le disait très sérieusement et reconnaissait d'abord le fait que c'était pour lui un monde longtemps méconnu, dont d'un seul coup il découvrait l'ampleur. Non.
Mais j'ajouterais à ça que dans cet accompagnement du projet, j'ai pu aider Edgar Leblanc, moi j'espère avoir pu aider Edgar Leblanc et les membres du comité, dans l'idée que la forme dictionnaire était une forme possible qui pouvait accueillir de la diversité d'écriture, dès lors qu'on était, de la diversité de points de vue, comme il l'a rappelé, dès lors que l'ensemble des participants étaient d'accord sur des éléments de cahier des charges partagés, d'une part, et d'autre part, se donnaient des objectifs assez précis en termes de temporalité pour mener à bien un tel projet. Que Edgar Leblanc, vous le disait tout à l'heure, un peu moins de 200 notices, un peu moins de 600 pages, mais c'est malgré tout un travail absolument considérable qui aurait pu se prolonger, j'allais dire très longtemps, mais aussi ne jamais aboutir. Et donc, le fait de se donner un certain nombre de contraintes, qui étaient aussi des formes de mobilisation collective, a été, je crois, un point important. Un mot, malgré tout, avec ma casquette d'historien, sur les enjeux historiographiques, pour dire que, comme l'a redit à l'instant Edgar Leblanc, il y avait eu l'étape quand même très importante, en effet, du 150e anniversaire, qui avait donné, de 1848, qui avait donné lieu à un certain nombre de publications. Entre autres, notre collègue Nadine Vivier avait beaucoup participé, et ça avait déjà été une étape importante, avec aussi des éléments de publication de sources imprimées sur l'histoire de l'enseignement agricole. Par la suite, il y avait eu quelques travaux, mais il faut bien reconnaître qu'alors que l'histoire de l'éducation est un sous-champ de recherche assez vivace en France, la dimension de l'histoire de l'enseignement agricole n'avait pas donné lieu à beaucoup de travaux. Il y avait quelques travaux, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et en fait, le comité d'histoire, c'était avant l'expérience de ce dictionnaire, déjà mobilisé en 2018, avant la pandémie, ça nous semble un temps lointain, mais malgré tout, autour d'un travail sur le centenaire de la loi de 1918, cette loi qui avait accompagné, ce qui n'était pas encore la sortie de la guerre, mais qui était en fait ensuite l'accompagnement déjà de formes de transformation du monde agricole français à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et pourquoi est-ce que je tiens à en parler? C'est pas seulement parce que ça a été une première expérience collective, mais c'est que dans cette expérience, de manière originale, on avait associé des travaux de recherche pour mieux comprendre comment cette loi avait été préparée, discutée, reçue, adaptée, mais on avait aussi mobilisé un certain nombre d'établissements pour qu'ils nous parlent de leur histoire. Et un certain nombre d'établissements de l'enseignement agricole s'étaient mobilisés, certains de manière tout à fait remarquable, dans des démarches collectives qui, comme le disait bien, je crois, Edgar Leblanc tout à l'heure, n'était pas du tout nostalgie, mais était une manière, parfois de découverte, on va pouvoir le dire pour certains d'entre eux, mais de meilleure compréhension d'une profondeur historique par rapport aux enjeux de leur établissement et des formes de l'enseignement agricole. Et ça avait été, dans le cadre de cette première publication de ces actes d'une journée d'études, je crois, une assez bonne réussite. Et c'est vrai que ça a aussi donné un élément pour motiver le comité d'histoire à se lancer dans ce projet beaucoup plus vaste du dictionnaire de l'enseignement agricole. Troisième point, dans l'accompagnement de ce travail collectif dans la durée, je parlais tout à l'heure de cahier des charges, ça a été un des points importants, comme il a été très bref, Edgar Leblanc n'y a pas insisté autant qu'on le peut quand on voit la forme du dictionnaire aujourd'hui. La partie de la bibliographie a été un travail considérable parce que c'était aussi une manière de construire une mise en cohérence des notices et de l'ensemble. Chaque notice dispose aussi de renvois aux autres notices, ce qui là aussi semble quelque chose de très naturel, mais permet une circulation dans le dictionnaire et renforce le caractère de construction collective de l'ensemble. Et c'est là où le travail de coordination, comme c'est dit naïvement sur la couverture, mais de direction du volume par Edgar Leblanc a représenté un nombre d'heures absolument considérable. Il y a aussi un index et d'autres éléments, mais c'est pour insister sur le fait que, évidemment, chaque auteur est resté responsable de la notice qu'il signe, mais au-delà même des discussions régulières autour des notices au fur et à mesure qu'elles s'écrivaient, autour des choix possibles, sur qu'est-ce qu'on pouvait accepter de ne pas voir figurer dans le dictionnaire et ce sur quoi, au contraire, il fallait faire un effort supplémentaire pour trouver une autrice, un auteur, quelqu'un qui accepte de se dévouer pour faire la notice. J'allais dire, il y a eu vraiment un travail itératif tout au long des mois de préparation de ce dictionnaire. Dernier point, parce que j'avais juré que je serais très bref et je me rends compte que je suis déjà trop long,
c'est pour insister sur le fait que c'est une étape, me semble-t-il. Une étape dans l'espoir que le dictionnaire soit diffusé, qu'il soit lu, qu'il soit aussi approprié pour encourager à d'autres travaux, à l'échelon d'établissement, à l'échelon de programmes de recherche dans différentes disciplines, avec différentes approches. Et de ce point de vue-là, j'allais dire, on accepte tout à fait volontiers, en tout cas je pense qu'on ne s'opposera pas au fait qu'on nous reproche éventuellement des manques, mais voilà, l'idée est bien que ça soit une étape et je veux dire que rien ne serait plus beau qu'il puisse exister un jour une deuxième édition de ce dictionnaire de l'enseignement agricole. Et puis, dernier mot, c'était dit tout à l'heure, il y a de nombreuses spécificités de l'enseignement agricole en France. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Une de celles qui, en historien, m'a quand même le plus passionné, que l'on retrouve très régulièrement dans le dictionnaire avec toute une série de notices de nature différente, c'est évidemment les enjeux politiques de cet enseignement agricole et de ses différentes formes. Et quand je dis politique ici, je ne réduis pas le politique à la vie électorale, c'est une dimension importante, mais bien à l'ensemble de la manière dont la question se pose pour faire société et pour régler toute une série de questions de la vie sociale et économique. Et de ce point de vue-là, au-delà des descriptions de l'histoire de l'ensemble des acteurs de cet enseignement agricole, toute une série d'approches sur la place des syndicats, le rapport au ministère bien sûr, mais aussi un certain nombre de grandes lois qui ont scandé l'histoire de cet enseignement agricole, montrent qu'on est loin de questions qui seraient simplement des questions d'agronomie, qui sont pourtant passionnantes et que le dictionnaire aborde aussi, qui seraient seulement des questions de formes de formation professionnelle permanente, qui sont également tout à fait passionnantes, ou de la place des femmes à la fois dans la formation et dans les élèves et étudiants de l'enseignement agricole. Il y a, au-delà de tout ça, me semble-t-il, un rappel que ces questions ont renvoyé à des formes d'arbitrage politique très marquants dans l'histoire des politiques agricoles en France. Et de ce point de vue-là, l'actualité contemporaine, effectivement, confronte l'enseignement agricole à toute une série de questions qui avaient été longtemps peu aperçues. Et pour aller vite, on va employer le terme de transition au pluriel. Mais pour autant, toute une série des questions historiquement posées restent des éléments qui sont au cœur des tensions d'une histoire très riche, mais qui, me semble, résonnent avec un certain nombre de questions contemporaines. C'est pour ça que je trouve que d'avoir réussi ce dictionnaire est une très belle étape et j'espère qu'il sera lu, qu'il fera débat et qu'il encouragera à d'autres travaux. Merci beaucoup Alain. Merci. Peut-être Edgar, est-ce que tu veux réagir ou tu es content de tout ce qu'il a dit? Ça va. Ok. Eh bien, on va pouvoir passer maintenant au temps d'échange. Ceux qui sont à distance, comme d'habitude, vous pouvez lever la main. Et puis ceux qui sont en présence, il faudra appuyer sur votre micro quand vous voulez échanger ou poser une question. Est-ce qu'il y a déjà des... Bertrand a levé la main. Bertrand, je crois que tu as incité à prendre la parole. Pardon, voilà. Écoutez, bon, merci de cette invitation. Je suis désolé, vraiment, j'aurais aimé être rue de Bellechasse avec vous pour ce moment autour du dictionnaire. Tout simplement, d'abord pour féliciter les promoteurs de ce projet et évidemment en particulier Edgar, parce que c'est quand même une entreprise considérable et qui vient effectivement enrichir de façon très, très pertinente la connaissance de l'enseignement agricole. Donc évidemment, tous ceux qui parmi nous ont été amenés à s'impliquer dans l'enseignement agricole sont à la fois heureux et admiratifs de cet ouvrage. Alors la deuxième chose, c'est que Edgar Leblanc m'avait beaucoup encouragé, insisté pour que je participe à ce dictionnaire avec une question
finalement qu'on se pose tous plus ou moins un jour ou l'autre, qui est de se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que cet enseignement tient toujours au sein du ministère de l'Agriculture? Et il y a de temps en temps, au sein de l'enseignement agricole, une sorte de poussée de peur sur un possible hold-up de la rue de Grenelle sur la rue de Varennes. Donc ça se produit régulièrement. Il se trouve aussi qu'à la DGER comme ailleurs, on aime de temps en temps avoir peur. Donc cette peur se répand et Edgar voulait que j'essaye de répondre à cette question. Et je répondrai de la façon... Il y a bien des raisons pour lesquelles cet enseignement est toujours au ministère de l'Agriculture. Mais il y a aussi, il ne faut pas le sous-estimer, il y a régulièrement, en tout cas moi depuis, si vous voulez, depuis 1981, donc ça fait 40 ans que je fréquente de près, de loin, selon les conjonctures, l'enseignement agricole. Il y a de temps en temps, il faut pas le sous-estimer, un questionnement de la part de nos budgétaires, enfin, évidemment je vise Bercy très clairement, et les fonctionnaires de Bercy font leur métier, se demandent si cet enseignement ne coûte pas trop cher, s'il n'y aurait pas des économies à faire en le mettant dans le grand ensemble, etc. Donc cette question n'est pas du tout une question en l'air, quoi. Elle intervient de temps en temps et les DGER, les directeurs qui ont à négocier leur budget à Bercy tous les ans, en savent quelque chose. Pour autant, j'ai la conviction que cet enseignement est vraiment durablement ancré au ministère de l'Agriculture, pas seulement parce qu'il a des réussites pédagogiques très fortes, hein, on connaît tous le fait que le taux d'insertion des élèves sortant de l'enseignement agricole est tout à fait est supérieur au taux d'insertion des élèves de l'enseignement de l'éducation nationale. Bon, ça c'est un atout très puissant, hein, il faut pas le nier. Deuxièmement, on le voit bien, et ça a été le cas aussi bien du ministre Le Foll que de l'actuel ministre Marc Fesneau, qui ont cherché et qui cherchent à s'appuyer profondément sur l'appareil de formation pour construire, anticiper, accompagner les transformations nécessaires du secteur de l'agriculture. Mais comme l'a dit Alain Chatriot, je pense qu'il y a derrière tout ça un argument éminemment politique. Je suis extrêmement frappé que aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, alors surtout au Sénat, il faut bien le reconnaître, pour des raisons qu'on comprend facilement, il y a toujours eu, de façon complètement transpartisane, un réseau de sénateurs, plus qu'à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, de sénateurs qui sont des militants farouches de l'enseignement agricole au sein du ministère de l'Agriculture. Et pour terminer, et pas en dire plus, je dirais que le jour où un rapporteur du budget partira la fleur au fusil pour expliquer qu'il faut faire passer le budget de la DGER au budget de l'éducation nationale, je pense qu'il aura vraiment du souci à se faire dans les enceintes parlementaires. Et donc ça, il faut en avoir. Je pense que, donc si vous voulez, aux raisons tout à fait internes, etc., il y a un vrai débat politique autour de ça. Et l'ancrage de l'enseignement agricole avec des présidents de conseils d'administration qui sont des présidents, des professionnels ou des politiques locaux, l'insertion très forte dans les territoires de cet enseignement agricole fait que le personnel politique est extrêmement attaché à cet enseignement. Il suffit de voir à quel point d'ailleurs les régions ont investi dans les lycées agricoles de façon bien supérieure proportionnellement à ce qu'elles ont investi dans les lycées professionnels. Donc il y a un appui politique transpartisan sur l'ensemble du territoire qui est lié à la place de l'agriculture dans notre histoire, dans notre vie politique, etc. Tout ça fait
est absolument cohérent, mais l'enseignement agricole participe, mais de façon très cruciale et pas du tout périphérique à cette construction-là. Et donc, le dictionnaire en rend compte, si vous voulez, à travers notamment les personnalités qui ont illustré ça, enfin, bien sûr. Des très grandes personnalités, que ce soit Pisani, que ce soit Gilbert Martin, que ce soit bon, tous ces gens-là ont construit cette cohérence, cette congruence. Merci. Attends, Alain veut faire une petite réponse. Juste un complément au dernier mot que vient d'avoir Bertrand Hervieux. C'était une des questions compliquées dans le dictionnaire de savoir quelles seraient les entrées nominatives sur le choix des acteurs, comme toujours dans tout dictionnaire. Mais effectivement, il ne s'agissait pas de... En tout cas, c'est toujours ce que j'ai plaidé dans les travaux collectifs. Le problème n'était pas de faire des palmarès, mais bien d'avoir des personnalités qui permettaient de saisir ou un moment ou une question qui avait été posée à l'histoire de l'enseignement agricole. Et parfois, on a plutôt favorisé des notices collectives, parce que ça nous semblait plus approprié, et à d'autres moments, sur certains acteurs qui représentaient des enjeux spécifiques, Bertrand vient d'en citer, mais il y en a malgré tout beaucoup d'autres dans le dictionnaire, on a considéré que ça avait un sens d'avoir une entrée nominative. Mais voilà, l'objectif n'était vraiment pas une logique de palmarès ou d'exhaustivité qui n'aurait pas eu de sens, mais d'avoir des figures qui faisaient des questions, et elles sont nombreuses, au XXe siècle, c'est celles que l'on va connaître le mieux, mais aussi parfois au XIXe siècle. Oui, vous m'excuserez de poser des questions auxquelles j'aurais sans doute la réponse si vous avez lu, ce qui n'est pas encore le cas, donc j'anticipe sur la lecture. Au fond, une des questions que me pose l'enseignement agricole, qui, pour diverses raisons, m'a toujours passionné, c'est au fond son impact social. Et dont je vois en particulier la déclinaison de différentes manières. La première, c'est un peu ce qu'a évoqué Bertrand, c'est-à-dire est-ce que l'enseignement agricole, dans sa spécificité, contribue à atténuer, disons, les inégalités sociales, ou est-ce qu'au contraire, il aurait tendance à les isoler en recrutant certains types d'élèves? Avec à ça, donc, une deuxième question qui en est la suite. Est-ce que vous avez étudié une évolution, sans me percevoir de façon très empirique, à savoir un recrutement qui se fait de plus en plus large, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans était essentiellement dans le monde des agriculteurs et qui maintenant est très largement extra-agricole, voire extra-rural, ce qui me semble être quand même un élément extrêmement important d'un point de vue social. Et puis, dernière question, j'espère que vous ne verrez pas une espèce de concession aux modes en cours. Est-ce que vous avez étudié l'impact spécifique de l'enseignement agricole féminin? Parce que je me suis beaucoup interrogé sur le fait que, là aussi, longtemps, c'était quand même un enseignement majoritairement à des hommes. Alors, hein? Ça dépend des sujets. Oui, oui. Enfin, tout ce qui était métier. Oui, ça dépend des sujets, et puis ça dépend des formations. Les écoles ménagères, est-ce que vous le mettez dans l'enseignement agricole, par exemple? Voilà. Rapidement sur l'enseignement féminin. Depuis 1884, il y a des écoles ménagères agricoles. Depuis 1918, il y a tout un système d'enseignement agricole féminin parallèle à l'enseignement masculin. Il ne se développe pas dans les établissements publics, mais il se développe systématiquement dans les établissements privés. Il y a eu, dans les années 1940, enfin en 1945, il y avait 1000 écoles ménagères catholiques, 1000 écoles ménagères agricoles catholiques. 1000. Bon. Donc les filles, j'allais dire, on connaît. Dans le concours, dans les épreuves du concours pour devenir inspecteur de l'agriculture, puis plus tard pour devenir directeur des services agricoles. Il y avait une épreuve d'inspection d'une école ménagère agricole. Encore, j'ai trouvé des bordereaux du concours de 1936 et il y avait encore une matinée d'inspection d'une école ménagère agricole pour les futurs DSA. Donc, on n'a pas étudié spécifiquement
parce que c'était tellement naturel, j'allais dire, que on n'a pas posé le problème. Si on sait que l'évolution de la répartition garçon-fille se fait selon la pente de plus en plus de filles, non seulement dans les formations qui conduisent au service, hein, au métier de service, et de niveau les plus bas, CAP ou BEP, puis plus tard le bac pro, mais aussi dans les autres formations, dans les formations techniques, agricoles, viticoles, horticoles, etc. Donc les filles, c'est une donnée, j'allais dire, dans l'histoire même de l'enseignement agricole. Hein. Le recrutement, il suit évidemment la part de la population agricole dans la population française, évidemment. Mais depuis les années 60-65, on sait que la démographie dans les familles, dans les ménages agricoles est devenue une démographie identique celle des autres catégories socio-professionnelles, ce qui a abouti à une diminution drastique du nombre d'enfants. Bon. Alors, on a d'abord eu un remplacement par des populations venant de populations rurales, hein, employés, ouvriers. Et puis, très majoritairement, pendant les années 60-80, la majorité des élèves étaient issus de familles ouvrières ou employées, garçons comme filles. J'ai fait une étude sur 100 ans j'avais les fiches des élèves sur 100 ans du lycée agricole de Beaune. Eh bien, en 1939, les fils de viticulteurs, agriculteurs, à l'école de viticulture de Beaune représentaient 30% des élèves. Donc, la majorité faite par des enfants d'agriculteurs, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est beaucoup plus les enfants d'ouvriers agricoles, les enfants d'ouvriers, d'employés de petites villes, de bourgs ruraux, etc. Et puis, on voit ensuite arriver les cadres moyens, quoi. Michel Petit, tu voulais poser une question, et puis ensuite, je vois François Colson. Michel. Oui, merci. Je mets mon micro, excusez-moi. D'abord, je salue Edgar, ancien collègue dijonnais. Bonjour, Michel. Et alors, j'ai une question à te poser, provoquée par l'intervention de Bertrand. Parce que nous étions ensemble à Dijon, donc il y a longtemps, les années 70-80, il n'y avait pas que les fonctionnaires de Bercy qui étaient pour une intégration de l'enseignement agricole dans l'enseignement général, à l'éducation nationale. Et en particulier, toi, Edgar, tu étais dans les premières lignes là-dedans. Il y avait un conflit syndical important entre, je crois, ça s'appelait le SGEN-CFDT et le SNETAP. Et clairement, les enseignants syndiqués au SNETAP étaient très clairement, c'était dans leur position, pour une insertion dans l'éducation nationale. Alors ma question, moi j'ai décroché depuis, mais est-ce que ce conflit interne continue d'exister et comment l'avez-vous traité? Je n'ai pas lu le dictionnaire, donc, mais cela vous a-t-il influencé dans la conception même, dans la rédaction du questionnaire? Parce que je pense que cette question, comme le soulignait Bertrand, elle est importante et j'imagine qu'elle l'est encore aujourd'hui. Alors, tu tiens à ce que je réponde. L'enseignement agricole, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
S'il y a des stratégies, il y a aussi des rapports de force et des conflits internes, c'est évident. La question du rattachement à l'éducation nationale est devenue un peu, comment dire, un marronnier. On réclame en congrès. Dans la pratique quotidienne, on est moins, comment dire, moins revendicatif. Alors, comment est-ce que, du temps où j'étais en responsabilité à la DGER, 13 ans quand même, hein, presque 14, comment on traitait ça? Par la négociation. Il faut négocier et aboutir à des compromis. Et dans le dictionnaire, Edgar? Eh bien, il y a une notice pour le SNETAP, une notice pour le SGEN, une notice pour la FGA-CFDT. Il y a des notices pour tout le monde. Enfin, pardon, pour tous ceux qui ont accepté de rédiger une page ou une page et demie. François Colson, tu voulais dire quelque chose? Tu as la parole. Merci. Non, j'ai hâte de découvrir ce travail magnifique et passionnant. J'avais une interrogation sur l'enseignement agricole par correspondance, qui a joué un rôle très important dans la période de la, je dirais, jusqu'à la multiplication de l'ensemble du réseau des lycées agricoles des années 60. Et comment vous le traitez dans le dictionnaire? Rapidement, la question est traitée. Il y a la question de l'enseignement par correspondance, comme on disait, dans les années d'entre les deux guerres et après, jusqu'à la formation ouverte d'aujourd'hui. On a un chapitre, enfin une notice qui traite de cette question. Ah oui, c'est très important. Dans les travaux que j'ai faits sur la modernisation et le rôle de la jeunesse agricole chrétienne dans la modernisation de l'agriculture, cette génération s'était essentiellement formée par l'enseignement agricole par correspondance. C'est avant le développement des lycées agricoles qui ont eu une autre fonction. Donc, mais si ça a été traité, c'est super. Voilà. Merci. Et aujourd'hui, ça prend des formes aussi, évidemment, modernes. On n'est pas encore dans le métavers et ça va venir. Nadine, votre historienne préférée. Oui, merci. Je voulais reprendre aussi cette histoire rattachement au ministère de l'Agriculture ou de l'Enseignement national. J'ai découvert l'enseignement agricole en 1848, non pas en 1848, mais presque, donc en 1998. Et j'ai été émerveillée parce que, en tant que prof de l'éducation nationale, j'ai vu comment était traité l'enseignement agricole et d'autre part, j'ai vu la qualité de l'enseignement agricole. Et alors, je voulais rappeler ça pour poser à Edgar la question. Vous avez dit à la fin que parfois, l'enseignement agricole était un modèle pour ses expériences pédagogiques, un modèle pour l'éducation nationale. C'est ça? Vous pouvez préciser? Je ne suis pas sûr d'avoir employé le terme de modèle. Non, enfin, les idées étaient reprises. Un laboratoire d'expérience. Je mets des guillemets parce que c'est le directeur général des enseignements scolaires qui, un jour, m'a dit « Vous êtes notre laboratoire, surtout ne lâchez pas ». Oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait fait un cahier pédagogique qui était justement sur la notion de laboratoire, hein, de l'enseignement pour l'enseignement général. Simplement revenir un petit peu sur la question des filles. Je pense qu'aussi, on ne peut pas l'aborder en termes statistiques parce que c'est vraiment très, très lié. Alors, moi, j'ai connu en 72 les filles du collège agricole féminin de Limoges qui nettoyait tous les matins le ficus de l'escalier et qui faisait la cuisine et avait été punie parce qu'elle avait parlé à des garçons. Donc, en fait, et simplement, je voulais juste donner un petit exemple. Quand j'étais à la direction de l'ENFA, je plaisantais toujours avec mes collègues sur la féminisation, en disant que j'étais la seule école d'enseignement supérieur, que l'ENFA était la seule école à avoir la mixité absolue.
je leur disais pas qu'en machinisme, il y avait 100% de garçons et qu'en biologie, il y avait 100% de femmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir aujourd'hui que l'enseignement supérieur vétérinaire, par exemple, il faut presque faire de la discrimination positive pour avoir quelques garçons dans les écoles véto. Donc, en fait, il faut bien voir qu'on ne peut pas raisonner cette question-là. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est en fait, c'est la dimension culturelle. Et ce qui a fait l'attrait aussi, c'est les capacités d'insertion, mais pas forcément dans le monde agricole, mais avec le développement de culture aussi, d'établissements petits qui valorisaient le relationnel. Tout simplement, je vais bientôt au 100 ans du lycée agricole de Blanquefort, le 1er juillet, et j'étais il y a un mois à Bazas où on faisait une sortie avec des associations culturelles sur la vallée du Ciron. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours eu cette espèce de vie de communautaire qui me paraît un élément extrêmement culturel, extrêmement important dans l'attrait que l'enseignement agricole continue. Et puis aussi, dernier point, c'est que jamais il n'a été aussi moderne qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, jamais il a été aussi attractif qu'aujourd'hui, compte tenu des thématiques qui intéressent les jeunes aujourd'hui. Donc, voilà. Bertrand, vous voulez dire quelque chose également? Oui, je reviens quand même sur cette affaire de l'enseignement agricole au sein du ministère de l'Agriculture. Bon, il y a eu un moment historique absolument formidable qui a quand même été la période 1981-1982. C'est-à-dire que quand les socialistes sont arrivés en 81, il y avait une revendication très forte au sein de l'enseignement agricole qui était le fameux SPULEN, le service public unique laïque de l'enseignement national. Et alors, c'était quand même assez intéressant parce que le directeur général de l'époque avait fait venir le grand promoteur du SPULEN, qui était Claude Jactel, comme chef de service auprès de lui. Mais en même temps, le directeur général, qui était Michel Gervais, le même, avait promu auprès d'Édith Cresson les États généraux du développement agricole, qui avait été une grosse entreprise de consultation dans toute la France, qui défendait avec force la diversité des modèles d'exploitation agricole et qui faisait reposer cette diversité, cette animation de la diversité des modèles d'agriculture sur précisément l'enseignement agricole ancré au sein du ministère de l'Agriculture. Donc il y avait là une tension très bien gérée, très bien gérée par Michel Gervais et avec finalement cette très grande habileté qui a été au moment de la grande réforme de placer à la tête des conseils d'administration des lycées agricoles publics un professionnel et non pas le proviseur. Ce qui était aussi un débat politique tout à fait formidable et intéressant. Et tout ça, cette présidence des conseils d'administration par les professionnels a été un gage d'ancrage de ces établissements d'enseignement absolument formidable. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Oui, vite fait. Oui, vite fait. Alors d'abord, je remercie et félicite les acteurs parce qu'il va nous mettre à la disposition un bouquin comme celui-là qui sera très utile à nous et ça m'encourage beaucoup à essayer d'écrire comment ça se passait, toute cette histoire au Brésil. Ça, et puis moi, je suis prof d'agronomie et j'étais élève dans les enseignements agricoles qui étaient toujours dans les ministères d'éducation jusqu'aujourd'hui. Mais juste une remarque qui, dans ma classe, n'avait pas beaucoup de femmes. Hein. Et maintenant, parmi mes élèves, je trouve qu'il a bien évolué. Et surtout au nord-est du Brésil, qui, à partir de Pernambuco, on a commencé dans l'enseignement agricole au niveau supérieur, parce qu'au niveau moyen, on l'avait toujours, à droite, à gauche, là-bas. Mais pour la formation supérieure des agronomes, il avait qu'au sud du pays et puis un peu à Bahia et Pernambuco. Et dans ma génération, j'étais la première classe
dans l'état d'Alagoas. Et maintenant, on avance très fortement. Alors, il faut revoir un peu cette histoire qui, à mon avis, est très intéressante aussi. Merci. Marie-Françoise, si vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais revenir sur des questions plus de valorisation de technique, de valeur. À travers tout ce travail, vous avez, en particulier les historiens, identifié, j'imagine, des fonds d'archives. Et que vont-ils devenir? Y a-t-il une démarche particulière à cet égard de la part du comité d'histoire? L'autre question que je posais, c'était quelle est la diffusion actuelle de l'ouvrage? Qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que pour faire sa promotion, il n'y aurait pas idée de faire un peu vraies-fausses idées, des notices plus courtes, les vraies-fausses idées, comme tout à l'heure Edgar Leblanc en a soulevé une sur la participation non agricole à travers les temps à l'enseignement agricole. Voilà, quel type d'approche vous développez pour donner une longue vie à cet ouvrage tout à fait remarquable? Est-ce que je peux poser également une question? Tu pourras répondre, Edgar, aux questions de Marie-Françoise. Je suis interloqué par ce que j'ai lu récemment sur le besoin de main-d'œuvre non satisfait dans le secteur agricole français. C'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qui manquent et qu'on n'arrive pas à remplir. Est-ce que l'enseignement agricole peut faire quelque chose dans ce domaine? Et je rajouterai ma dernière interrogation, c'est un vrai programme de recherche que vous avez monté. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que vous aurez un soutien pour aller encore plus loin dans ces études et faire travailler aussi des jeunes chercheurs? Je vais laisser conclure Edgar en tentant de répondre à toutes ces passionnantes et importantes questions. Juste pour attirer encore plus votre attention sur le dictionnaire, je voulais souligner qu'au-delà de toutes les questions importantes qu'on a évoquées à l'instant, il y a beaucoup d'autres entrées et beaucoup d'autres sujets qui vont des activités sportives dans l'enseignement agricole, à la cinémathèque du ministère de l'Agriculture, en passant par les associations de parents d'élèves, dont nous n'avions pas parlé, mais ça n'est pas une petite question, évidemment, et jusqu'à des questions toutes simples comme celle des budgets de l'enseignement agricole. C'était juste pour rajouter dans la longue liste et montrer, comme l'a dit tout à l'heure Edgar, que le dictionnaire assume, dans le pluralisme, pas obligé d'être d'accord avec toutes les notices, mais assume le fait qu'effectivement, ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, c'est une histoire passionnante. Mais Edgar, tu as des choses beaucoup plus sérieuses à répondre. Non, c'était très sérieux ce que vient de dire Alain. Non, la question des archives, c'est une question qui est aujourd'hui devenue centrale. Lorsque le complexe dijonnais a connu une de ses énièmes mutations, les archives de l'Institut national de recherche et d'application pédagogique, qui avait été au cœur de l'innovation dans les années 70-80, ces archives ont été passées à la poubelle. Mon Dieu. À la poubelle. Dieu, mon Dieu. C'était pas intéressant, c'était des vieilleries. Alors, la première chose le premier objectif que le comité d'histoire s'était fixé, c'était d'alerter sur les archives. Et on a récupéré, alors avec l'aide d'une association des anciens de l'INRAP, on a récupéré le maximum de choses. On essaie de faire en sorte que les archives dijonnaises, si précieuses pour les années 60-2000, ne disparaissent pas. Et on a, je pense, convaincu le directeur général actuel de l'intérêt qu'il y aurait à constituer à Dijon un centre de ressources patrimoniales qui permettrait de réunir à la fois des archives physiques, papier, etc., mais aussi les très nombreuses productions cinématographiques, mais aussi informatiques, etc. Donc, de ce point de vue, j'espère qu'on ne recommencera pas l'erreur de 1994. Continuer, peut-être, je pense qu'il serait intéressant qu'un nouveau comité puisse prendre la suite et relancer le travail, en particulier cette question de la recherche à partir des histoires des établissements. J'étais il y a quelques semaines au centenaire du lycée de Vic,
Vic en Bigorre. L'opération Centenaire nous a permis de sauver 21 mètres linéaires de boîtes d'archives qui ont été déposées au dépôt départemental et qui auraient probablement suivi le chemin habituel de la poubelle. Voilà, pour continuer, c'est continuer à intéresser, motiver les établissements pour qu'ils conservent leurs archives, qu'ils les utilisent et qu'ils les valorisent. Et puis, au niveau national, qu'il y ait aussi ce centre de ressources qui serait si important. Merci. Merci beaucoup. Donc, on arrête. Et vous avez compris que la dynamique continue. Peut-être qu'il y aura un jour un Wikipédia de l'enseignement agricole, de l'histoire de l'enseignement agricole. Une idée à creuser avec le futur comité d'histoire de l'enseignement agricole. Au revoir à tous. Merci beaucoup.